Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, toujours avec mon ami Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on va parler de personnages un peu énigmatiques et particuliers. Moi, je vais parler d'un personnage qui est relativement connu du côté des anglophones, beaucoup moins dans la francophonie. C'est Brother 12, alias Edward Arthur Wilson, qui est un gourou du début du 20e siècle. On l'a comparé à L. Ron Hubbard, par exemple. On l'a comparé à Jim Jones. On l'a comparé à Rasputin aussi. Mais donc, on est dans le milieu des sectes au début du 20e siècle. Et toi, tu vas nous parler aussi d'une affaire qui implique aussi un lieu énigmatique, etc. Et oui, je vais parler du manoir de Glensheen Mansion à Duluth, dans l'État américain du Minnesota. C'est arrivé au cours de nos histoires à dormir debout que des sujets apparaissent d'eux-mêmes. Habituellement, ce qu'on fait, c'est le choix du président. On sélectionne des sujets qui ont capturé notre intérêt, on creuse ça un peu, puis on en parle comme ça dans nos émissions. Dans le cas de Glensheen Mansion, je suis venu là par une activité personnelle. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça se produit. J'avais déjà parlé de Harry Reisberg, qui est un peu un mythomane des années 30 à aller dans les années 60, qui était le plus grand spécialiste mondial de la recherche de trésors engloutis, mais qui s'est avéré finalement être un bonimenteur. Ça a été, selon moi, le P.T. Barnum de l'exploration sous-marine. Ou le Clotaire Rapaille. Le Clotaire Rapaille, d'ailleurs, c'est mentionné. Alors, on revient, j'entends parler d'un artefact mystérieux qui a été déterré d'un hangar à bateau à Duluth, au Minnesota. Il s'agit d'une cloche de plongée, mais pendant des années, cet artefact-là, c'était légendaire. Pour plus de 100 ans, à l'intérieur de ce hangar à bateau qui est énorme, c'est d'ailleurs un des premiers sur le lac supérieur, qui était une des dépendances de Glensheen Mansion. Je vais parler un peu de ce manoir-là. Alors, il a été construit par Chester Gordon entre 1905 et 1908. Le monsieur, excusez-moi, c'est Chester Congdon, pas Gordon, c'est Congdon. Et puis, lui, au 19e siècle, à partir de 1830, il était enseignant. Et puis, il a déménagé au Minnesota, puis tout d'un coup, il est devenu avocat. Alors, je ne sais pas comment que le passage s'est fait dans le domaine du droit. Plus facilement C'était plus simple à l'époque. Et en tant que législateur, avocat, notaire, il est devenu banquier. Alors là, on a la progression banquier et avocat. Il restait simplement un pas à devenir un homme d'affaires et c'est ce qu'il a accompli. Il a fait fortune dans le commerce du fer. Alors, le lac supérieur, c'est une voie commerciale maritime très, très, très importante et c'est compréhensible que le minerai de fer, il était au bon endroit, notre monsieur Congdon. Il faut savoir que Duluth est un port extrêmement important du point de vue minier et c'est l'extrémité, si on veut, de la voie maritime du Saint-Laurent. Ouais. Si on remonte la voie maritime du Saint-Laurent, le plus loin qu'on peut se rendre en bateau, c'est Duluth. C'est Duluth, mais là, on peut emprunter le Mississippi aussi à partir... C'est incroyable parce que les Grands Lacs sont des mers intérieures. Ceux qui ont eu la chance d'aller voir ça, dont tu fais partie d'ailleurs en tant que connaisseur et guide touristique, les Grands Lacs, on se figure ça comme un lac, mais en fait, c'est comparable au golfe du Saint-Laurent. Les plus grandes tempêtes se produisent. Il y a eu des centaines de milliers de naufrages sur les Grands Lacs. C'est un autre sujet qu'on a déjà abordé d'ailleurs. Alors, on revient à la famille Congdon. Il va construire son manoir comme c'était la mode à l'époque avec les Carnegie de ce monde et autres qui ont fait fortune. On pense comme au Golden Square Mile de Montréal, là où étaient les barons du rail à l'époque. C'était la démonstration du pouvoir, de la richesse. Il est devenu le citoyen le plus en vue du Duluth au Minnesota et il a établi sa famille dans un manoir jacobéen
qui est un style britannique. Il l'a appelé Glensheen Mansion, ce qui veut dire... Un glen, c'est une langue par exemple, du Surrey en Angleterre, le Middlesex, Sussex. Et comme il y avait des racines en Angleterre, il a nommé son manoir du nom de Glensheen, le Glen brillant, si on veut. Et puis, ça comportait 39 chambres. Et puis, c'était la représentation des escaliers, des maîtres et des dépendances pour tout le personnel et autres maîtres d'hôtel, servants qui composaient le personnel. Il y avait aussi tous les luxes qu'on pouvait se payer à l'époque, la piscine intérieure évidemment, et ce hangar à bateau géant qui abritait le yacht de 50 pieds de la famille Congdon. Quand même, ils affichaient énormément leur richesse, comme c'était la mode. Il y a eu 4 enfants, dont une fille du nom d'Élisabeth. C'est là que, après s'être établi, il n'a pas vécu plus de 8 ans dans son château. Il est mort en 1916 d'une crise cardiaque. Et puis, là, les revers de fortune sont arrivés, comme tu m'avais déjà mentionné. Ces personnages riches-là n'habitaient pas très, très longtemps D'abord, le temps qu'ils domaine. fassent leur fortune et qu'ils soient capables de se construire ça, ils La avaient déjà un famille, après certain ça, âge. Et la voilà. famille, après le décès, ne gardait jamais ces C'est ce qui s'est produit exactement pour Congdon. La dernière descendante du nom d'Élisabeth, elle est restée là jusqu'en 1977. Elle était très, très âgée à l'époque. Elle n'a pas eu d'enfant, s'est jamais mariée, mais elle a adopté une fille. Sa fille, elle a été comme diagnostiquée avec des comportements sociopathes. OK, ça c'était quelque chose à l'époque qui était la maladie mentale. Hein. On les enfermait dans les asiles, etc. Mais son comportement, ça prenait pas grand-chose à l'époque, surtout pour une femme. Exactement. Alors, cette fille adoptive, Marjorie, elle a commencé à dilapider la fortune. Sa mère, en vieillissante, a perdu un peu le contrôle des affaires et puis les différents revers de fortune dont ont été victimes la finance, entre autres, ont fait que, avec les années, elle confiait de plus en plus la gestion de cette immense propriété à une tutelle, un genre de conseil d'administration, une fondation, et c'est eux autres qui géraient ça. Marjorie, quant à elle, elle dépensait d'une façon obscène. Elle a claqué $1 million en futilité, en luxe. Et puis, elle a rencontré un dénommé Roger Caldwell, qui, lui, c'est le loser ou le perdant typique. Pas capable de garder un emploi, va marier une personne riche dans l'espoir de devenir parvenu. Mais c'est pas nécessairement ça qui s'est passé parce que le fameux conseil de tutelle qui gérait ça, ils ont fermé le robinet à un moment donné pour Marjorie et puis ça a été très, très, très difficile à accepter pour elle. Alors, au cours des années, ça avance. On va se retrouver en juin 1977. Dans le cimetière voisin, un homme est en train d'observer la grande demeure. C'est Roger Caldwell. Il y a un plan diabolique qui a été fait. Il va aller cambrioler la demeure, s'emparer de supposément une fortune en bijoux, des bagues et des colliers qui, selon Marjorie, lui appartiennent, mais qui sont sous la garde de sa mère. Et puis, du conseil d'administration. Mais là, ça va mal virer parce que Élisabeth, qui a alors 83 ans, va être étouffée par Roger Caldwell avec un oreiller. Et puis, elle avait sa gardienne de nuit, ou on appellerait ça une aidante maintenant, qui était là, une dénommée Velma Petila. Elle a été assassinée dans la salle de billard avec un chandelier. C'est pas sans rappeler des échos du Feu Clou. Ceux de notre génération, on a joué à ça. C'était le colonel Moutarde dans la librairie avec... en tout cas, c'est produit comme ça. Mais pourquoi ça a été fait exactement?
Est-ce que la raison principale, c'était un vol ou si c'était pas carrément d'assassiner pour mettre la main sur l'héritage? OK? Donc, ils vont être, évidemment, ils vont se faire prendre tous les deux. Roger Caldwell va passer en cours. Ça va être un procès énorme et publicisé. À l'époque, c'était comme le plus gros scandale du Minnesota. Ça a été... le public a suivi le déroulement de ce procès-là, un peu comme le procès de Charles, quand ils ont enlevé l'enfant de Charles Lindbergh. C'était médiatisé au maximum. Un des multiples procès du siècle. Exactement. Puis là, bien, toutes sortes de choses ont commencé à ressortir. La défense a amené des arguments, mais notre Caldwell a quand même été condamné. Et puis, il va être cependant reconnu coupable de tous ces crimes-là, mais Marjorie, elle, va être jugée pour avoir été complice, mais elle va être acquittée. Elle était quand même capable de garder son point puis de se défendre. Elle a eu 3 maris, Caldwell étant le premier, puis les 3 ont connu des sorts à peu près semblables. Les 3 sont morts dans des circonstances étranges, et puis ça l'a toujours servi, Marjorie. Et puis, en plus de ça, elle a été accusée 2 fois consécutives d'avoir incendié des maisons qui lui rapportaient à elle. Elle est encore en vie aujourd'hui. Hein? Ah oui? Oui, elle est âgée, puis c'est un peu comme une personnalité infamous. Comment on dirait ça? En français. Notoire. Notoire, exactement. Est allée se chercher cette notoriété. Cette histoire-là m'a amené aussi à étudier un peu, à découvrir l'histoire du Glensheen Mansion. Et puis, il y avait des histoires qui étaient transmises de génération en génération. J'ai oublié de mentionner que la Glensheen Mansion a été léguée à l'Université du Minnesota et c'est aujourd'hui devenu un musée national, un attrait touristique énorme pour la ville de Duluth. Et ça a donné lieu à toutes sortes de restaurations, de recherches. Et le hangar à bateau maintenant. À l'intérieur de ce hangar-là, sous l'eau, de la surface, on voyait un objet étrange qui est une espèce de cylindre métallique, un peu comme une bouilloire de chauffage, avec des rivets, une ouverture, des crochets avec des câbles. La légende familiale disait qu'il s'agissait d'une cloche de plongée. Une cloche de plongée, c'est quelque chose de très simple. C'est un peu semblable à un verre inversé avec des hublots. C'est utilisé pour des travaux sous-marins, puis c'est une façon de faire qui remonte à l'Antiquité. Cependant, dans les années 1930 à 1940 et 1950, quand l'objet est apparu, c'était l'époque où des magazines comme les Populaires Mécaniques disaient « Hey, voici, il a fabriqué un casque de scaphandrier avec un vieux chauffe-eau. C'est à peu près le même genre d'artifice. Alors, avec les photos, le peu de photos qui ont été disponibles, et puis aussi un 3D de l'épave. J'ai été en mesure de modéliser l'article en question, l'artefact en question, et puis j'ai communiqué avec l'Université du Minnesota. Et puis c'est là qu'ils m'ont raconté un peu comment, suite à des grosses tempêtes sur le lac supérieur, les portes du Botaz ont été arrachées, les portes du hangar à bateau, pardonnez-moi parce que là, c'est tout en anglais, là. Alors, les portes du hangar à bateau ont été arrachées. Il y a beaucoup de pierrailles et de débris qui ont été envoyés à l'extérieur. Et puis, au début de 2000, on avait prévu de faire des rénovations là-dessus. Il a fallu attendre 2017 pour que ce projet se concrétise là. La machinerie lourde est arrivée, puis là, on a vidé le hangar à bateau pour finalement découvrir que la légende était vraie. C'était une véritable cloche de plongée qui a été fabriquée par un membre de la famille. Qui a fait ça? Un dénommé Alfred Bannister. Je ne peux pas le figurer autrement que le savant dans Retour vers le futur. Ceux qui ont vu le film, c'est un chercheur, évidemment, il vivait à l'ombre de la recherche d'une famille prestigieuse du Minnesota.
C'était un ingénieur, il était un peu l'expérimenteur dans les enfants de la famille. Il était le neveu d'une des Bannister de Congdon, qui était une des plus vieilles. Et puis, c'était un ingénieur. Pourquoi qu'il a été fabriquer une cloche de plongée, le mystère demeure. Il paraît qu'il s'en est servi pour faire des travaux sur la coque du yacht Hesperia, le fameux, l'énorme yacht de 50 pieds. Puis il aurait été aussi travaillé sur le quai maritime de Duluth. Par contre, j'imagine qu'il y avait des idées d'exploration sous-marine. Ces expérimenteurs-là, souvent, ils rêvaient peut-être de trésors et d'épaves dans le lac supérieur, parce que la cloche de plongée en question démontre des sorties d'air pour y adjoindre des casques de scaphandrier. Alors, on est passé d'une maison historique, de revers de fortune, de 2 ou même 3 sombres histoires, parce qu'avant la construction du manoir, il y a eu un autre meurtre horrible qui a été commis là où un conseiller municipal a assassiné en 1800 quelque chose un représentant d'une compagnie de chemin de fer à l'aide d'une canne plombée qui était très populaire à l'époque. Ben oui. Alors, c'est une histoire qui vaut encore la peine d'être racontée. Et cette cloche de plongée, vous voyez peut-être des photos au moment où on se parle. Il y a encore plus un peu à découvrir là-dessus. Oui, j'y travaille actuellement. On peut se demander ce qu'il cherchait spécifiquement. Et puis, je suis certain qu'il y a des gens qui vont dire qui doivent dire que le manoir est hanté. Ah, effectivement. Avec une histoire comme ça, le contraire est impossible. Ben, moi aussi, je vais parler d'un personnage vraiment énigmatique également. Merci, Charles, pour ce sujet-là. Un plaisir, André. Je vais parler d'un personnage énigmatique. On reste un peu... on s'éloigne pas tant que ça comme personnalité et personnage. Moi, je vais parler d'un personnage connu sous le nom de Brother 12, littéralement frère 12 ou le 12e frère. Son vrai nom était Edward Arthur Wilson. Alors, il est né à Birmingham, en Angleterre, le 25 juillet 1878. Donc, on a la connexion avec l'Angleterre aussi. Et, faut pas oublier, c'est l'Empire britannique. Alors, notre personnage va se déplacer beaucoup. Et ça va l'amener au Canada, qui faisait bien partie du Commonwealth, l'Empire britannique à l'époque. Alors là, mais... il va voyager très tôt. Entre autres, il va se marier à Wellington, en Nouvelle-Zélande, avec une femme du lieu, Marjorie Clark, et dont il va avoir un fils et une fille. Il est un des personnages les plus fascinants dans le milieu des sectes. Au départ, il a grandi au sein de l'Église catholique. Et il va être très influencé par les enseignements, en particulier par tout ce qui concerne l'Apocalypse. Alors, on voit déjà une filière qu'on voit souvent dans les domaines des sectes. Il semblerait on a dit un mystique naturel, d'autres diraient peut-être un mythomane, qui très tôt, dans sa jeunesse, prétendait avoir été en contact avec des êtres supérieurs et des mondes subtils, comme on disait à l'époque. Il va être placé en apprentissage sur un voilier de la Marine royale, et c'est là qu'il va se mettre à voyager. Probablement que ses parents l'ont mis là, justement, peut-être pour lui... Passer les idées. Hein? Oui, c'est ça. Ça n'a pas marché. Il va, au contraire, se mettre, durant ses voyages, à étudier la métaphysique, les religions du monde, va s'intéresser en particulier aux enseignements de la Société théosophique, qui était un mouvement mystique du tournant du 19e, 20e siècle, qui était axé sur la spiritualité, une certaine interprétation de la spiritualité hindoue. Certains membres de la théosophie vont d'ailleurs avoir un rôle important dans le mouvement d'indépendance de l'Inde. Et aussi, vraiment beaucoup de mysticisme là-dedans, etc. Des êtres supérieurs, on croit à des êtres supérieurs, ainsi de suite. Alors, en 1907, notre personnage s'installe avec sa femme et ses enfants en Colombie-Britannique, où il va occuper divers emplois, dont celui de pilote de navire. Et il va, d'après ses propres dires, participer en 1912 à une cérémonie de consécration, je cite, au cours de laquelle il aurait pris connaissance qu'il avait une mission occulte. Il a abandonné sa famille, qui s'est retournée en Nouvelle-Zélande, et il va se remettre à étudier, soi-disant pour se préparer à une mission spirituelle. Et ça va l'amener encore à voyager, et il va se retrouver en 1924 dans le sud de la France, où il va entendre
d'après lui, alors qu'il est malade, la voix d'une divinité égyptienne qui va lui confier une grande mission et des révélations. Et là, il va se mettre à écrire ce qu'on appelle l'écriture automatique, soi-disant, dans laquelle des mystiques, soi-disant, écrivent sous la dictée d'êtres supérieurs. Et là, il va se donner le titre de maître de sagesse au sein d'une fraternité occulte qu'il va faire nommer la Grande Loge Blanche, et dont les théosophes croient qu'elle guide l'évolution de l'humanité. Et en 1925, il va se mettre à recevoir, soi-disant, des enseignements qu'il va publier à Londres sous le titre « Les Trois Vérités ». Et c'est là qu'il va se donner le nom de Brother 12, parce que, soi-disant, il y en avait eu 11 avant lui, là, des mystiques. Et là, il va continuer à publier, à Londres en particulier, des œuvres, va fonder ce qu'il va appeler l'Aquarium Foundation, qui nous prépare à l'ère du Verseau. On sait que l'ère du Verseau est arrivée dans les années 70. On s'en souviendra des succès de Motown. Et là, il va décider qu'il faut construire une arche de refuge parce que la civilisation occidentale va être engloutie dans un désastre. Alors, en 1927, il revient en Colombie-Britannique où il va établir le siège de l'Aquarium Foundation à un endroit qui s'appelle Cedar by the Sea, à 7000 au sud de Nanaimo, dans l'île de Vancouver. Et il va obtenir une charte du gouvernement provincial. Et à la fin de l'été, la fondation comprend déjà 1250 membres au Canada et aux États-Unis, qui s'ajoutent à plusieurs douzaines d'adeptes qui viennent résider dans la colonie sur l'île. Alors, des personnes riches, très en vue, vont faire des donations et vont se construire des maisons de luxe à Cedar by the Sea. Et Brother 12 va aussi s'impliquer en politique. Il va lancer des articles, écrire des articles dans les journaux qui aujourd'hui seraient considérés comme antisémites et anticatholiques, mais il affirme que le monde se transforme en dictature universelle et il met les contemporains en garde contre les monopoles des grandes compagnies. C'est pas très original. On peut pas y en vouloir pour ça, mais c'est pas très original. Et il va fonder une revue qui va s'appeler The Chalice, la revue mensuelle parue pour la première fois en novembre 27 à Nanaimo. Et il va même se rendre à Washington afin de chercher des soutiens pour un troisième parti qu'il veut fonder aux États-Unis. Et il s'aligne sur des groupes protestants, le Ku Klux Klan, entre autres. Et c'est là qu'il va même fonder et sa colonie commence à grandir. Et là, il va y vivre avec une jeune dame nommée Elma Wilson, qu'il présente comme sa femme, même s'ils n'ont jamais été mariés légalement. Il va avoir une relation amoureuse avec une troisième qui s'appelle Myrtle Baumgartner, née Wells, femme d'un médecin new-yorkais. Il va dire qu'ils sont les réincarnations des dieux égyptiens Osiris et Iris et que leur enfant va devenir un guide spirituel international en 1975. Et là, il reçoit de plus en plus d'argent. Sur l'île de Vancouver, il y a un terrain dans la superficie estimé entre 126 et 200 acres. Il va avoir jusqu'à 8000 sympathisants dans toute l'Amérique du Nord. Et il paraît va cacher de l'argent dans des puits sur l'île, dans des coffres, etc. Et il va prédire l'effondrement des cours de la bourse en 1929. Mais là, il va commencer à avoir des petits problèmes. Sa nouvelle épouse, parce qu'il y en a encore une nouvelle, Edith Mabel Scottow, qui est arrivée en 1929, va commencer à lui faire des problèmes quand lui-même va présenter des symptômes de paranoïa extrême après un voyage en Angleterre. Il va commencer à armer ses partisans, enfin un petit groupe d'entre eux pour surveiller les autres, va fortifier la colonie, va s'embarquer dans des accès de rage, il paraît qu'il prenait des drogues, des médicaments, et il va, comme certains voient des signes d'une démence progressive, et sous la surveillance de sa dernière épouse, Edith Mabel, on va imposer aux disciples un régime de travail physique éreintant. C'est équivaut à de l'esclavage. Et au début, ils acceptent, mais là, comme ça se détériore son état, en 1932, les membres de la colonie se révoltent. C'est rare qu'on voit ça dans les sectes. Et il va les bannir.
les révoltés des îles de Courcy et Valdez, où il a fondé une nouvelle colonie. Et deux de ses anciens adeptes, Mary Wortham Connolly et Alfred Henry Barley, vont engager des poursuites carrément contre lui en 1933, veulent avoir l'argent qu'ils ont investi. Le procès va être folklorique. On va l'accuser d'avoir tenté de tuer ses ennemis en utilisant la magie noire. Il y a durant les procédures judiciaires, on va voir des avocats qui vont s'évanouir. On va dire que c'est le pouvoir de Brother 12. Et un des juges qui va faire une bizarre crise où il va se mettre à grogner comme un chien. Et là, le juge va dire, le juge en chef, Holly Macaulay Morrison, va dire que c'est les affaires les plus étranges qu'il a jamais entendues par un tribunal canadien. Il va rendre des jugements en faveur des plaignants, mais Brother 12 et Edith Mabel vont se sauver de la province en 1932 après avoir saccagé les lieux. Et le Brother 12 va mourir à Neuchâtel, en Suisse, en 1934. En tout cas, il va y avoir un certificat de décès signé par un certain Dr. Schmidt. Mais Schmidt était un membre de la secte. Alors, on n'est pas sûr que Brother 12 est vraiment mort. Ce qui est sûr, c'est que depuis ce temps-là, il y a des gens qui cherchent beaucoup sur l'île les trésors, les fameux trésors, et qui trouvent rien, même si on trouvait les trous, où ils les auraient soi-disant enterrés. Moi, je dirais qu'un gourou comme ça, qui se sauve de son quartier général, il n'est pas parti sans emporter le magot avec lui, sans emporter son pécule. Mais en tout cas, ça demeure une des énigmes de l'histoire canadienne, cette aventure de Brother 12, le gourou de la Colombie-Britannique au début du 20e siècle. Ce qui est étonnant dans ton histoire, c'est la facilité avec laquelle il a été capable d'obtenir de l'argent. Pas simplement de ses suiveux, mais aussi du gouvernement. En tant que religion, la facilité que les gouvernements ont aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'actualité, c'est fréquent. On a simplement regardé, certaines communautés vont mettre leurs pratiques religieuses à l'avant de tout. Okay? Exactement. Là, on parle encore... ça m'a fait penser un peu aussi à Jim Jones et puis David Koresh. Ils virent fous à un moment donné. On l'a comparé à ces personnages-là. On est porté à penser que les phénomènes des sectes, c'est quelque chose de très, très récent, mais en fait, ça remonte très loin. Et à l'époque, il y en avait déjà plusieurs. Des disjonctés. Mais les médias n'étant pas ce qu'ils sont aujourd'hui, on en entendait beaucoup moins parler. Et parlant de parler, je vais devoir arrêter. Moi, on me fait des signes. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute et restez à l'antenne de TVCBF. À la semaine prochaine.